Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct, qui n'est pas en direct ce soir, je vais vous en dire un peu plus dans quelques secondes. Le sommaire, malgré tout, le placement garde à vue de Jean-Claude Gaudin, l'ancien maire de Marseille, est suspecté de détournement de fonds publics. Il aurait maintenu en poste ses plus proches collaborateurs alors qu'ils auraient dû partir à la retraite. On va faire le point sur cette affaire avec Guilhem Ricavi, le patron des rédactions du groupe La Provence, dans quelques secondes. Maintenant, la grande oubliée. Est-ce que la police municipale est la grande oubliée du Beauvau de la sécurité? Aucun de ses représentants n'y participe. Nous serons avec le premier adjoint au maire de la ville de Nice, Anthony Boré, qui est également en charge de la sécurité dans la capitale azuréenne, pour en parler. Et puis, bien sûr, question de suprématie régionale. Ce soir s'affrontent l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice. Affrontement en plateau également avec notre spécialiste niçois Sébastien Serrano et Valentin Rodriguez qui lui sera depuis notre plateau marseillais, suiveur de l'Olympique de Marseille qui va l'emporter. Les deux équipes ne sont pas au mieux. Voilà pour le sommaire. Sachez que nous irons également à Isola 2000. À la rencontre du papa et de la grand-mère de Mathieu Fèvre qui est devenu champion du monde hier de ski. Vous découvrez ces images qui vous attendent pour la toute fin de ce grand direct, qui n'est donc pas en direct exceptionnellement ce soir, une émission enregistrée un tout petit peu avant son heure de diffusion. Bonsoir Eric Revel. Bonsoir Nicolas Guélup. Très heureux de vous retrouver, et l'information donc principale du jour, c'est cette garde à vue pour Jean-Claude Gaudin, l'ancien maire de Marseille est donc suspecté de détournement de fonds publics parce qu'il aurait maintenu en poste sa garde rapprochée alors que cette même garde rapprochée aurait dû partir à la retraite. Bonsoir Guilhem Ricavi, merci d'être avec nous, directeur de la rédaction du groupe La Provence. Alors qu'il est donc, Jean-Claude Gaudin est en garde à vue à la gendarmerie, aux côtés de Jean-Claude Bertrand d'ailleurs, son directeur de cabinet, vous nous l'avez appris il y a quelques minutes. Oui, effectivement, ils sont deux désormais en garde à vue. Donc Jean-Claude Gaudin, on le sait, ancien maire de Marseille, qui a été perquisitionné hier à deux de ses domiciles, à Marseille du côté de Mazargues dans le 8e arrondissement et à Saint-Zacharie, là où il a sa résidence de campagne depuis 1983. Donc perquisition hier, garde à vue aujourd'hui, il est entendu par les enquêteurs, et on a appris dans l'après-midi effectivement que Claude Bertrand, qui a été son directeur de cabinet pendant toutes ces années d'exercice du pouvoir à la tête de la mairie de Marseille pendant 25 ans, eh bien, est également placé en garde à vue. Et ce n'est pas neutre parce que Claude Bertrand est véritablement, j'allais dire, le stratège de l'équipe Gaudin d'un point de vue politique. C'est lui qui l'a accompagné dès 1965, année à laquelle Jean-Claude Gaudin a été élu au conseil municipal. Et les deux hommes ont fait carrière comme cela ensemble. Et c'était eux véritablement les deux patrons de la ville de Marseille. L'un dans la lumière, Jean-Claude Gaudin, c'était la partie visible de cette mairie-là, et Claude Bertrand en retrait, mais qui était véritablement le stratège, le penseur, l'organisateur du travail. Et les deux hommes sont entendus de façon séparée cet après-midi sur, vous le disiez Nicolas, eh bien, la gestion de la ville de Marseille pendant des années. C'est un rapport de la Cour des comptes qui a alerté sur la situation. On peut quand même s'étonner du motif, parce que ça paraît peu finalement, si vous me passez l'expression, je ne défends pas Jean-Claude Gaudin, mais des collaborateurs fidèles qui auraient conservé leur poste, ça paraît quand même une petite affaire, non ? À la base. Alors effectivement, c'est une petite affaire a priori, mais au cumul, il y a quand même plusieurs faits qui font que Jean-Claude Gaudin est aujourd'hui inquiété. Il y a ce rapport, vous le disiez, de la Chambre régionale des comptes à la fin de l'année 2019, qui était véritablement accablant sur les gestions de la ville et qui a mis en exergue un certain nombre de pratiques qu'elle trouvait assez scandaleuses, cette Cour des comptes. Le rapport avait été sanglant, notamment la gestion des heures supplémentaires parmi les 12 000 agents municipaux de la ville de Marseille, les astreintes par exemple pour l'ouverture et les fermetures des cimetières ou des parcs, où là aussi on bénéficiait d'heures de récupération en échange de ces week-ends travaillés. Le volet le plus visible, c'était notamment le SAMU social de la ville de Marseille, où un tableau de service un petit peu particulier avec le principe d'une semaine travaillée, une semaine de repos était en place. Donc il y a ce point de départ, c'est ce rapport de la Chambre régionale des comptes. Et puis les enquêteurs ont pendant des mois sillonné tous les services, ont regardé les plannings, ont regardé les affectations, les missions réelles de ces agents municipaux, et ils se sont intéressés
entre autres aux chauffeurs de la ville, les chauffeurs de la ville qui bénéficiaient tous de façon un petit peu automatique du paiement d'heures supplémentaires. Et ils se sont intéressés de plus près au cabinet de Jean-Claude Gaudin, une cinquantaine de conseillers dans ce cabinet. Et à y regarder de plus près, on se rend compte qu'il y avait des élus, des fidèles de l'équipe Gaudin de la première heure, sa garde rapprochée. Et ces gens-là, une fois plus élus, avaient été intégrés dans ce cabinet pour rendre des services. Mais la question que les enquêteurs se posent aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y avait lieu de salariés d'anciens élus de parfois plus de 70 ans d'âge à des salaires assez intéressants, et surtout quelle était la nature exacte de leur mission. Oui, on peut avoir des conseillers, Jean-Claude Gaudin était tout à fait dans son droit, oui, il avait le droit de les rémunérer, mais quelle est la nature exacte du travail qui leur était demandé? C'est ça aujourd'hui que les enquêteurs veulent savoir. Jean-Claude Gaudin d'un côté assure que lui... S'il n'y a pas d'emploi fictif en fait, parce que des places dans un cabinet, si elles n'avaient pas été occupées par Claude Bertrand, par son ancienne adjointe à la culture ou au cinéma, elles auraient été occupées par d'autres personnes, ça on n'en doute pas, mais ce que les enquêteurs veulent savoir, c'est si ces personnes-là ont vraiment travaillé. Oui, pour faire simple, Nicolas, est-ce que Jean-Claude Gaudin n'avait pas, entre guillemets, recasé des fidèles qui lui avaient rendu service pendant des années dans des emplois, effectivement, qui seraient supposés fictifs? Et oui, si c'est le cas, on voit bien pourquoi la justice s'intéresse à lui. Ce qui est certain, c'est que Jean-Claude Gaudin a une ligne de défense qui est de dire, moi, j'étais maire d'une grande ville, mais c'était pas moi l'opérationnel de l'affaire, c'est pas moi qui validais les heures supplémentaires de mes agents. Moi, je fixais un cap, je fixais les grandes orientations, je fixais les chantiers, et ce sont mes collaborateurs qui organisaient, qui mettaient en musique, j'allais dire, mes décisions. Et c'est d'ailleurs pour ça on peut imaginer que Claude Bertrand ait entendu, puisque lui véritablement était l'homme orchestre de tout cela. Et je pense que les enquêteurs veulent savoir aujourd'hui quelles sont les divergences entre les deux versions qui leur sont racontées sur cette gestion-là. Ce qui est amusant, juste un dernier petit mot, c'est qu'aujourd'hui effectivement Jean-Claude Gaudin est mis en cause dans cette affaire. Tout à l'heure, je parlais avec un authentique Marseillais, fin observateur du milieu politique à Marseille. Ah, justement. C'est quand même assez incroyable qu'on tombe sur Jean-Claude Gaudin pour ça, alors que pendant quasiment 50 ans avant lui, Gaston Defferre, en matière de clientélisme politique, avait fait bien plus. Et que Jean-Claude et que donc notre ami Gaston Defferre n'a jamais été inquiété dans sa vie avec des pratiques qui, de la rumeur publique, serait bien pire que celle critiquée aujourd'hui. Alors justement, vous précédiez de quelques secondes la question que je vais vous poser, Guilhem. On ne peut pas s'exonérer, me semble-t-il, du contexte politique marseillais actuel. Je dis cela parce qu'il y a quelques jours, Benoît Payan, le maire de Marseille, le nouveau maire de Marseille, révélait un audit qui révélait lui-même que la situation financière de la mairie de Marseille était catastrophique. Donc on ne peut pas s'exonérer de ce contexte politique. Ma question est très simple. Est-ce que ce n'est pas le début du commencement des règlements de compte politiques entre l'actuelle municipalité et la gestion précédente ? C'est vrai que le calendrier dans cette affaire-là est assez surprenant, parce que Jean-Claude Gaudin est resté 25 ans à la manœuvre. Depuis 1995, il était élu maire de Marseille. Il a été réélu à plusieurs reprises. Et effectivement, la Chambre régionale des comptes a commencé à s'intéresser à son activité sur la fin, puisque l'enquête a débuté quelques mois avant la dernière élection municipale, et se poursuit alors que Jean-Claude Gaudin a dit qu'il ne serait plus maire. Donc il y a un calendrier effectivement un peu surprenant, parce que les faits d'heures supplémentaires un petit peu avantageuses pour les agents ne remontent pas de ce que l'on en sait à ces dernières années. C'était une pratique qui visiblement était déjà en place dès l'arrivée au pouvoir de M. Gaudin, et qui était visiblement en place, si on en croit là encore ce qui peut être dit à Marseille, en place sous les mandatures précédentes, et notamment à l'époque de Gaston Defferre. C'est un peu la défense d'ailleurs des mises en cause, alors pas Jean-Claude Gaudin, mais des présumés employés fictifs. J'entendais sur BFM TV tout à l'heure François Tonneau, le chef du service politique de Marseille, raconter ça. Il a échangé avec eux dans l'après-midi. Eux avaient l'impression de rendre service et finalement de poursuivre une tradition qui a toujours existé à Marseille, quoi.
Oui, c'est la ligne de défense qui est mise en avant parce que c'est une réalité d'ailleurs. Gaston Defferre a mis en place un système très particulier de gestion qui effectivement peut être qualifié de clientéliste. On embauchait des gens qui prenaient la carte dans son parti politique. On avait quelques avantages à rejoindre un syndicat plutôt qu'un autre lorsqu'on intégrait la ville. Gaston Defferre avait sans doute mis en place ce système-là qui est devenu une forme de norme à Marseille. Je prends l'exemple du fini parti qui était la règle mise en place à la mairie de Marseille sous Gaston Defferre, c'est-à-dire qu'un employé municipal qui avait fini son travail pouvait partir. Eh bien, c'est ce système-là qui aujourd'hui perdure toujours et dans d'autres même cœurs d'activité que la simple mairie. C'est des pratiques effectivement qui étaient ancrées, qui étaient installées. Jean-Claude Gaudin parle effectivement de négligence peut-être de sa part de ne pas les avoir changées, mais il y a tout un monde effectivement qui avait été depuis des décennies organisé de cette façon-là, avec des pratiques, des amis que l'on recommandait, qu'on recrutait, qui rendaient service au moment des élections. Je crois que c'est pas un mythe de dire à Marseille que pendant des années, eh bien, sous Gaston Defferre, les agents municipaux étaient mobilisés pour la propagande électorale au moment des élections, étaient détachés de leur travail pour aller organiser le collage d'affiches. Donc il y a toute une pratique très ancienne. Il y a eu une cogestion avec un syndicat majoritaire à la ville de Marseille, qui était le syndicat du maire et qui, bien évidemment, ne disait pas le contraire de ce que pouvait demander le maire. Donc il y a toute une pratique ancienne et dont on paye les conséquences aujourd'hui quand on parle de la saleté par exemple à Marseille, sujet que vous connaissez bien Eric et Nicolas. Eh bien cette question de fini parti, c'était déjà en place sous Gaston Defferre et on a aujourd'hui les conséquences qui sont très dures à faire changer parce que... Oui, c'est sûr que si les gens travaillaient une semaine sur deux, c'était pas évident pour que les rues soient propres toutes les semaines. C'est ce que dit dans le détail cette chambre des comptes. Les agents de certains cimetières qui, quand ils travaillaient un dimanche, récupéraient une semaine de repos. Le SAMU social où on travaillait une semaine sur deux. Des heures supplémentaires qui étaient majorées et très largement majorées. Et puis, souvenez-vous, un des agents de contrôle s'était présenté à la bibliothèque de l'Alcazar où, techniquement parlant, il aurait dû avoir 50 agents présents au moment où il s'est présenté. Et je crois que après des heures de compte, ils étaient 10 dans la pièce et personne n'était en mesure de dire où étaient passées les 40 autres personnes qui devaient travailler ce jour-là. En 10 secondes, Guilhem, avant qu'on poursuive cette émission, donc à l'issue de cette garde à vue, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut être mis en examen, Jean-Claude Gaudin? C'est tout à fait probable. C'est probable. Sans doute cette garde à vue va se prolonger un long moment parce que les questions sont multiples. L'état de santé de Jean-Claude Gaudin ne lui permettra peut-être pas d'ailleurs d'être gardé en garde à vue de très longues heures, ce qui est techniquement possible. Mais en tout cas, je pense que les enquêteurs ont beaucoup de questions et en fonction de tout cela, oui, une mise en examen est possible. C'est évident pour pouvoir prolonger l'action judiciaire qui s'engage. Merci beaucoup Guilhem. Évidemment, demain, à lire dans la Provence, compte rendu complet avec toutes les infos de votre service politique qui est à pied d'œuvre. Merci à vous, mon cher Guilhem, et on se retrouve demain dans cette émission. Marseille, justement, nous y restons avec le nouveau maire, Benoît Payan, qui était en déplacement cet après-midi dans sa ville sur le thème du patrimoine dégradé de la ville. Vous le savez, c'est un dossier majeur. Reportage Valentin Rodriguez. Un nouveau cap pris par la ville de Marseille sur la gestion du patrimoine municipal. Pendant une heure, le maire de la ville, Benoît Payan, et certains élus ont visité l'état de cet immeuble, place Lange, dans le 2e arrondissement. Acheté 750 000 € en 2012, cet établissement a été laissé à l'abandon jusqu'à maintenant et devait être revendu 250 000 €. La ville a décidé d'intervenir dans cette affaire. On ne veut plus perdre d'argent. Cet argent, il n'est pas à nous. Il est aux Marseillaises et aux Marseillais. On leur doit des comptes. Et ce n'est pas parce que nos prédécesseurs, pendant 25 ans, ont jeté l'argent par les fenêtres que c'est la normalité. Ça doit s'arrêter. Nous, on n'accepte plus ce fatalisme. Ah ben c'est Marseille. À Marseille, on achète un immeuble 750 000 €. On l'oublie pendant 10 ans, on perd les clés. Et puis 10 ans après, on le revend à un promoteur qui arrive 250 000 €. Mais vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte de cette gestion à la petite semaine? C'est ça qui doit s'arrêter et c'est ça qui va s'arrêter. Et on va prendre maintenant les immeubles les uns après les autres. Et on va les regarder les uns après les autres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Combien il a été payé par la précédente municipalité? À quoi il a servi? Comment est-ce qu'on le rénove? Est-ce qu'on doit le rénover? Est-ce qu'on doit le vendre? Bien évidemment qu'il y a des choses qu'on va vendre, parce qu'il y a des choses qui ne nous servent à rien. Il y a des milliers et des milliers de mètres carrés qui sont inutilisés.
Au total, dans la ville de Marseille, près de 70 immeubles sont dans une situation identique. Des centaines de milliers d'euros seront investis par la ville dans la conformité de ces lieux. La municipalité a décidé de prendre les choses en main. Les instructions qu'on a données ces dernières heures à nos services, c'est on arrête les ventes et on regarde ce qui se passe. Vous vous rendez compte si on n'avait pas fait ça? Cet immeuble, comme d'autres, aurait été vendu à perte par la ville de Marseille. C'est pour ça qu'il faut stopper les ventes. Elles reprendront quand elles seront nécessaires et quand la ville de Marseille ne perdra pas d'argent, elles reprendront. Bien évidemment que moi je suis intéressé par vendre des choses si ça nous rapporte de l'argent. Tout ce qui peut éviter aux Marseillaises et aux Marseillais de payer de manière inutile, ça nous va, nous. C'est de la bonne gestion pour nous. Une vaste stratégie d'enquête sur ces 70 immeubles a commencé pour la ville de Marseille, qui seront utilisés en fonction des besoins de la cité phocéenne. Au terme de ce travail, il y a des immeubles qu'on va décider de vendre puisqu'ils n'ont pas vocation à rester dans le patrimoine de la ville, ils n'ont pas d'utilité pour les Marseillaises et les Marseillais. Inversement, il y a des choses qu'on va décider de garder, de transformer pour leur donner vraiment une utilité sociale qui peut être à la fois du logement accessible aux plus pauvres d'entre nous, mais aussi des équipements et des services publics dont on est cruellement dépourvu dans cette ville. Cet immeuble sera entièrement rénové dans les prochaines semaines. La municipalité souhaite en faire un symbole de renouvellement du quartier. Et oui, en début de mandat, on prend toujours ses distances avec les pratiques de la municipalité. Dans le logement, vous voulez dire? Dans tous les domaines. Visiblement, oui. Dans tous les domaines. On est mercredi et on accueille évidemment notre éditorialiste du jour. On va rejoindre donc immédiatement le patron de la rédaction de Sud Radio, Patrick Roger. Bonsoir Patrick, merci d'être avec nous comme tous les mercredis sur les antennes d'Azur TV. On va s'intéresser ce soir à un serpent de mer. On parlait de serpent de mer hier déjà, mais c'est le serpent de mer du passeport vaccinal. Alors est-ce qu'on se dirige vers un pays, notre pays, qui va faire le choix du passeport vaccinal ? A priori, non. Si l'on en croit le ministre, le secrétaire d'État en charge du tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, qui le répète depuis 48 heures. Parce qu'il y a une grande pression de l'ensemble des professionnels du tourisme qui disent qu'il faut impérativement relancer la machine. C'est particulièrement important dans le sud, bien sûr, toute votre région sud PACA, mais c'est également valable, bien sûr, sur l'ensemble du territoire. Pour relancer cette machine du tourisme. On le rappelle, la France, c'est quand même la première destination mondiale et 2/3 au niveau des recettes. Ça s'est effondré l'année dernière, même si on a réussi à tenir grâce au redéploiement des touristes français sur l'ensemble du territoire. Mais là, au moment où on parle peut-être d'une relance cet été, ou en tout cas dans les prochains mois, on se dit qui va pouvoir voyager et comment ? D'où cette idée du passeport vaccinal qui est discuté au niveau européen, où là, c'est la cacophonie la plus totale. Certains pays y sont favorables, mais pas trop. C'est par exemple la Grèce qui dit qu'il faudrait mettre en place un passeport vaccinal, mais ça ne doit pas être un prérequis pour pouvoir réserver immédiatement. Vous voyez, donc c'est un peu difficile. Alors Jean-Baptiste Lemoyne, lui, il n'est pas favorable à cela, parce qu'il y a des raisons notamment juridiques, constitutionnelles, on va voir ça dans un instant, mais lui est plutôt favorable à une sorte de QR code qu'on pourrait mettre en place, ou des tests rapides, pour pouvoir prendre l'avion ou se déplacer d'une ville à une autre, ou surtout de l'étranger, et accueillir également des touristes étrangers. Je dis que le passeport vaccinal, il y a aussi débat, parce que tant qu'il n'y a pas des vaccins accessibles à tous, pour tout le monde, on ne peut pas imposer ce passeport vaccinal. Sinon, il y aurait une rupture. Oui. Mais Patrick Roger, j'ai entendu ce matin le ministre du Tourisme sur l'antenne de Sud Radio, Jean-Baptiste Lemoyne, évoquer le passeport vaccinal. On comprend bien vos arguments, ils sont fondés, hein, c'est pas le sujet. Mais pardon, si la France ne met pas en place un passeport vaccinal, mais que des compagnies aériennes ou d'autres pays le mettent en place, ça voudra dire que les Français devront rester chez eux. Oui, non, mais c'est vrai, c'est l'une des questions, c'est-à-dire que la France pourrait être à la traîne. Cela dit, ce n'est pas gagné au niveau mondial et au niveau européen, ce passeport vaccinal. Parce qu'encore une fois, je vous le dis, s'il n'y a pas un accès pour tous au vaccin dans les mois qui viennent, comment pouvez-vous justifier la mise en place d'un passeport vaccinal alors que vous ne pouvez pas y accéder ? Ce serait anticonstitutionnel, en tout cas en France. Et à l'étranger, ce sera quasiment un peu la même chose. Sauf si vous avez des populations
Je pense à Israël ou à d'autres pays qui peuvent accélérer parce qu'ils ont une population qui est moindre. Mais je pense que finalement ce débat ne se pose pas uniquement pour les mois qui viennent, les 2-3 mois à venir, mais probablement à l'avenir. Alors ce que demandent certains professionnels du tourisme, ce n'est pas forcément ce passeport vaccinal, mais ça y ressemblerait un peu, c'est une sorte de certificat vaccinal que vous avez sur votre smartphone, ou que vous avez également par un papier. Et là, ce serait peut-être un petit peu plus simple. Mais c'est vrai que c'est une grande complexité et qu'il y a des enjeux qui sont colossaux, parce que la France est en train probablement de perdre sa première place au niveau mondial pour recevoir en fait des touristes. Alors vous allez me dire, les autres pays sont concernés aussi de la même manière, mais sauf que on voit bien qu'il y en a certains qui, je pense à l'Espagne, je pense un peu aussi à l'Italie, qui ont essayé à quelques reprises lors de périodes de vacances de déverrouiller un petit peu les choses. Donc c'est un enjeu capital, et non seulement pour pouvoir voyager de façon égoïste les uns les autres, se déplacer, mais également pour l'économie. Patrick, hier, Michel Chan, qui est l'ancien président du syndicat des hôteliers à Nice, dans un reportage consacré à cette thématique-là, nous disait que la Turquie, par exemple, qui est déjà un concurrent très sérieux pour la région sud, elle attire les touristes justement sur ces mesures qui ne sont pas mises en place en Turquie. Donc il y a un vrai problème de concurrence aussi avec ces destinations qui déjà nous prenaient pas mal de marché. Ah non, mais c'est vrai, la reprise, et c'est ce que dit Jean-Baptiste Lemoyne, non pas que je sois son avocat, mais il dit la reprise va être très forte, très concurrentielle, et il faudra être prêt. Et c'est vrai, et des pays comme la Turquie, mais il y en a beaucoup d'autres qui vont vouloir récupérer ces mannes touristiques immédiatement dès qu'il y aura de la reprise, parce que c'est essentiel pour le développer. Il faudra être prêt. Alors prêt avec quoi? Est-ce que c'est avec ce passeport vaccinal, ou est-ce que c'est avec un autre certificat, ou avec les smartphones? Il est probable que ça se développe à travers les smartphones, et probablement pas par le public, mais davantage par le privé, qui est capable de mettre au point cela d'une façon assez rapide. Parce que si on attend notre administration, qui est déjà très mobilisée par ailleurs, on le voit sur la vaccination, efficace, donc. Sur un tas d'autres secteurs, on n'avancera pas, et on ne sera pas prêt avant des mois et des mois. Merci beaucoup Patrick Roger, à la semaine prochaine. Patrick. On vous retrouve évidemment demain matin à l'antenne de Sud Radio aux côtés de Cécile de Minibus. À très bientôt. Voilà, Patrick Roger, merci à lui. Eric, votre édito du soir concerne un phénomène qui m'interroge beaucoup. Alors, je comprends le principe, bien sûr, mais je le trouve fascinant, c'est celui du Bitcoin. Alors, le Bitcoin, il faut s'habituer à ce terme pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Le Bitcoin, c'est cette monnaie virtuelle gérée par des ordinateurs partout dans le monde entier, qui ne repose sur aucun actif, donc qui repose sur le sable et qui ne cesse de battre des records. Hier, à la bourse américaine, le Bitcoin, écoutez bien, un Bitcoin s'échangeait contre 49 000 euros. 49 000 euros. Alors, tout ça est un emballement absolument fou. Et tout ça s'est accéléré autour de cette monnaie virtuelle qui est la reine de la spéculation, parce qu'un homme d'une grande crédibilité qui s'appelle Elon Musk, qui est le patron de Tesla, vous savez, les voitures électriques haut de gamme, a décidé tout simplement d'investir à titre personnel 1,5 milliard d'euros dans le Bitcoin. Alors, ça fait rêver ou ça fait cauchemarder les épargnants de la planète entière. Le Bitcoin, je le rappelle, n'est géré par aucune banque centrale. Ce sont des gens qui, au travers le monde, en toute transparence, disent-ils, règlent le cours de cette monnaie virtuelle, le Bitcoin. Mais évidemment, on se pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions, pourquoi? Parce qu'il y a une formule qui est très connue des experts monétaires, c'est que la mauvaise monnaie chasse toujours la bonne. Or, il y a des tas de pays dans lesquels les épargnants n'ont pas confiance dans leur propre monnaie. C'est le cas de la plupart des pays en voie de développement. Et ces gens, souvent des populations pauvres, préfèrent investir dans le Bitcoin que dans leur monnaie locale. Résultat des courses, la mauvaise monnaie, c'est plutôt leur monnaie locale, et la bonne monnaie apparaît sous forme de Bitcoin, qui est cette monnaie virtuelle. Jusqu'où cela va-t-il aller? On n'en sait rien, mais des mouvements spéculatifs de cette ampleur, l'histoire monétaire en a connu, Nicolas. Au XVIIe siècle, écoutez bien, au XVIIe siècle, il y a eu ce qu'on a appelé la crise de la tulipe aux Pays-Bas, au XVIIe siècle. Pourquoi? Parce que des tas de gens investissaient à terme, c'est-à-dire qu'ils ne les avaient pas, sur des bulbes de
tulipes. C'était devenu un marché ultra spéculatif, la bulbe de tulipe aux Pays-Bas, pays de la tulipe au XVIIe siècle, mais du jour au lendemain, la demande pour les bulbes de tulipes s'est effondrée et tout le marché des bulbes de tulipes s'est effondré aux Pays-Bas, ruinant évidemment au passage tous ceux qui avaient investi dans la tulipe. Alors je ne sais pas si le Bitcoin va suivre le même sujet, mais je peux vous dire qu'au moment où Facebook réfléchit à lancer lui-même sa propre monnaie virtuelle, toutes ces monnaies virtuelles qui ne reposent que sur du sable, qui ne reposent que sur rien, donnent des cauchemars, ça c'est sûr, à tous les banquiers centraux de la planète. Voilà, il y a un phénomène évidemment qui se développe et qui sert d'ailleurs, j'en reviens à ce que vous disiez hier, Éric, ça fait le lien dans votre édito, qui sert aussi à la cybercriminalité, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de criminels veulent se faire payer en Bitcoin. Non seulement à la cybercriminalité, mais aussi parfois au blanchiment d'argent, parce que vous avez des gens qui obtiennent des masses d'argent en dollars ou en euros sur le trafic de drogue ou sur la prostitution, et qui réinvestissent dans le Bitcoin. Donc ce monde déréglementé, ce monde libéral, ce monde mondialisé dans l'absolu, avec l'outil digitaux, a donné naissance, mais à des monstres monétaires comme le Bitcoin. Personne ne sait comment l'arrêter et beaucoup d'épargnants regardent ça en se disant mais pourquoi moi est-ce que j'investirais pas dans le Bitcoin? C'est pas du tout un conseil que je vous donnerai, Nicolas. Non, et de toute façon, combien vous avez dit un Bitcoin? Oui, c'est 49 000 euros. 49 000 euros, il faut les avoir. Vous pouvez acheter 1 centime de Bitcoin. Oui, effectivement, oui, c'est vrai qu'on peut diviser la monnaie. Tout à fait. On va rejoindre dans quelques instants Anthony Boré, le premier adjoint au maire de Nice, en charge de la sécurité, pour cette question autour du Beauvau de la sécurité. Pourquoi la police municipale en est exclue? En attendant, ce même Anthony Boré recevait aujourd'hui des étudiants, des lycéens niçois, qui sont en immersion justement avec la police municipale. Ils suivent une formation au métier de la sécurité et ils suivent donc les hommes et les femmes de cette police municipale niçoise depuis une semaine. En immersion depuis ce lundi avec la police municipale niçoise, cette dizaine d'étudiants rencontraient en ce mercredi le premier adjoint au maire de Nice en charge de la sécurité, Anthony Boré. En bac professionnel, ces lycéens des Palmiers suivent une formation au métier de la sécurité. Une carrière dans la police municipale est une éventualité pour eux. Ça m'a permis de voir le métier parce que j'entendais parler, etc. Mais là, j'ai eu de la chance de voir énormément de choses avec la police municipale. Et aussi, ça m'a permis de comprendre qu'est-ce que je voulais faire plus tard. C'est vachement intéressant de faire ce stage déjà, parce que ça t'amène ça répond à beaucoup de questions que la plupart de mes collègues se disent, surtout. Transmettre leur savoir, faire acte de pédagogie, les policiers municipaux niçois espèrent pourquoi pas créer des vocations. On essaie de leur montrer le maximum d'activités que peut avoir un policier municipal. C'est très varié, une semaine c'est court, on a aussi des cours théoriques à faire comme les ports de police du maire, comme tout ce qui est prévention. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire. La semaine est courte, tout en étant un petit peu longue pour eux quand même. Ouais. À terme, on espère en tout cas qu'il y en ait au moins un, mais j'espère plus. Alors il faut la relève. Choisir un métier lié à la sécurité, un choix qu'Anthony Boré salue. C'est donc une filière qui a de l'avenir. Certains veulent être gendarmes, d'autres veulent être policiers. Et c'est évidemment extrêmement important pour eux de savoir dans quel univers ils vont pouvoir œuvrer lorsqu'ils auront fini leurs études. Et donc j'ai voulu, au nom de Christian Estrosi, leur dire merci et puis leur présenter un peu l'action de la police municipale de Nice et de la ville de Nice dans ce domaine important qu'est celui de la sécurité. Un stage donc pour découvrir les coulisses d'une brigade de police municipale, visite du centre de supervision urbain, découverte de la brigade équestre des locaux. Ces lycéens pourront compter à la fin de leur stage sur une immersion la plus complète possible. Alors on a un petit délai avant de rejoindre Anthony Boré. Alors on va regarder ensemble un deuxième reportage dans quelques instants. Juste peut-être un petit commentaire, Éric, sur ce qu'on vient de voir. Ces formations donc au métier de la sécurité qui profitent donc à des lycéens. C'est un engagement qu'on prend tôt finalement, dès le lycée, une voie qu'on peut prendre tôt.
Oui, bien sûr. Moi, je trouve ça formidable que de jeunes citoyens décident de s'engager. Alors, ça peut être pour la sécurité ou dans d'autres domaines, mais décident de s'engager, y compris pour la ville dans laquelle ils vivent. Ils auront un avantage évident, c'est que ils vont connaître évidemment par définition, puisqu'ils y vivent complètement la cité. Et c'est vrai que les problèmes de sécurité ne sont pas les moindres problèmes à résoudre. Donc moi, je trouve ça assez intéressant. Si j'ai bien compris, ils sont en bac professionnel, c'est-à-dire que ce sont plutôt des gens qui font des études courtes pour se porter sur le marché du travail. Et sans doute que cette réunion avec le premier maire adjoint de Nice leur a permis d'avoir des réponses aux questions qu'ils se posaient, notamment dans cette filière importante de la sécurité dans une ville comme Nice. Alors, on va partir dans le Var en attendant, du côté de Carqueiranne, puisque l'innovation numérique fait partie désormais de notre quotidien. Eh bien, une start-up de notre région va peut-être révolutionner le mouillage portuaire, expérimentation menée donc dans le Var, mais qui pourrait bien porter ses fruits à Bora Bora. Le reportage est signé Thomas Bernabé. Les objets connectés sont de plus en plus présents dans notre quotidien. Lampes, stores, systèmes de vidéosurveillance. Il faudra aussi désormais compter sur des bouées. À Carqueiranne, c'est une technologie d'un nouveau genre qui est expérimentée sur le port. Ces bouées permettent de simplifier les procédures d'amarrage et de réservation de places pour les bateaux. Cette bouée connectée, elle sert à quoi ? Elle sert à créer ce qu'on va appeler un mouillage connecté. Quand un plaisancier va se connecter sur cette bouée, eh bien on va avoir un message qui va être transmis au logiciel de gestion portuaire connecté à cette bouée, et on saura que quelqu'un s'est connecté. Et donc soit cette personne a payé ou a réservé sa bouée et elle pourra confirmer qu'elle est arrivée, soit c'est pas le cas, et donc le plaisancier sera contacté par la capitainerie pour se connecter au site de réservation et payer son mouillage. En effet, les places dans les ports ne sont pas infinies. Plutôt que de créer de nouveaux quais qui empiéteraient sur l'espace maritime, la société Nautic Spot a créé ce système de bouée intelligente. Lorsqu'un bateau arrivera à proximité, il lui suffira de sortir son smartphone et de réserver sa place. Zoomez, hop, et ça ouvre la fenêtre. Ensuite, on arrive pour payer sa place automatiquement. Je renseigne mes coordonnées et on a réservé notre mouillage. Une façon d'améliorer la logistique de mouillage forcément, mais surtout un moyen de créer un nouvel espace numérique. Si pour le moment la technologie permet seulement de réserver sa place, elle est vouée à terme à proposer de nombreux autres services. Donc là on vient de s'amarrer à la bouée, mais demain j'aimerais pouvoir réserver un système de navette comme là, parce qu'avec nos amis on va aller au restaurant, on va avoir besoin de livraison, plateau repas, collecte de déchets. Donc il y a toute une partie servicielle qui va s'adosser à ce projet. À l'arrivée, il sera un jour possible de connaître le niveau de pollution de la zone d'amarrage, de réserver une navette pour rentrer au port ou encore pourquoi pas de commander une pizza directement depuis son bateau. Une technologie innovante qui en tout cas fait rêver de par ses possibles débouchés. Vous avez raison, Eric, on pourra payer en bitcoin, ce que vous disiez pendant le reportage, sa place. En même temps qu'on garera son bateau avec son iPhone et puis on allumera le chauffage. On vit dans un univers comme qui me dépassait un peu. Moi, j'ai besoin de choses un peu concrètes, terre à terre, comme on se disait. Ouais. Voilà. Mais bon, est-ce que c'est ça l'avenir ? La borne connectée passe encore, le bitcoin, mais comme vous le disiez hier, avec le piratage informatique de certains hôpitaux, on en vient à regretter le temps où on écrivait sur une fiche l'opération, le nom de la personne, etc. Vous voyez, on en est quand même à se poser des questions. Hein. Et c'était moins dangereux pour l'activité de l'établissement. On en revient à la police municipale. Vous avez vu tout à l'heure ce reportage de ces étudiants à Nice qui rencontraient aujourd'hui le premier adjoint au maire Anthony Boré, au maire de Nice. Bonsoir Anthony Boré, merci d'être avec nous en direct, non pas en direct justement ce soir exceptionnellement, mais d'être avec nous dans cette émission. La police municipale justement, on voulait vous en parler parce que le Beauvau de la sécurité qui va durer plusieurs mois est en cours et pour le moment la police municipale est peut-être la grande oubliée de ce Beauvau de la sécurité, elle n'y participe pas de représentants. Est-ce que vous le regrettez Anthony Boré ? Bien entendu, je le regrette tout comme Christian Estrosi. Nous plaidons depuis plusieurs années pour que les polices municipales de France soient reconnues à leur juste place. C'est la troisième force de sécurité du pays. À chaque vague d'élections municipales, on sait que de nouveaux maires sont disposés à recruter des policiers municipaux. À Nice, nous en avons recruté 230 de plus.
en 10 ans. Nous avons encore une vague supplémentaire de recrutement de 80, avec 20 dès l'année 2021. Et c'est vrai que nous regrettons que ces policiers municipaux, qui assurent pourtant un rôle majeur dans notre pays, ne soient pas associés à ces réflexions sur le Beauvau de la sécurité. C'est ce qui nous a conduit à lancer une grande campagne de communication dans laquelle nous appelons les Niçoises et les Niçois, et les Français qui le souhaitent d'ailleurs, à soutenir les forces de l'ordre. Alors on va y revenir. Et on aime les policiers. On va y revenir parce qu'il y a même un site dédié à Nice. Juste un mot sur ce Beauvau de la sécurité. Est-ce que vous espérez quand même qu'il accouche de mesures en faveur de la police municipale? On parle depuis de nombreuses années, et c'est un des combats aussi menés par Christian Estrosi, celui de voir les compétences élargies de la police municipale. Est-ce qu'on peut attendre quand même que de ce Beauvau-là, la police municipale soit dotée de nouvelles compétences? Bien sûr, je le souhaite. D'ailleurs, le Premier ministre avait annoncé au mois de juillet dernier des avancées importantes et une expérimentation pour la police municipale de Nice sur de nouvelles prérogatives qui pourraient leur être confiées. Nous sommes encore en discussion avec Beauvau sur ce qui relève du domaine réglementaire. La proposition de loi sur la sécurité globale emporte un certain nombre d'avancées, mais nous voulons toujours aller plus loin dans ce domaine, sans en faire des policiers nationaux, mais en faire une force complémentaire qui l'accompagne, qui aussi soulage la police nationale d'un certain nombre de choses. Les policiers municipaux ont aujourd'hui beaucoup de travail, c'est une réalité, mais ils pourraient faire sans doute encore plus pour assurer une sécurité supplémentaire à nos concitoyens. Et nous espérons de ce Beauvau qu'il accouche de mesures fortes pour nos policiers de manière générale, pour les gendarmes aussi, auxquels je veux rendre hommage. Hier, c'était la journée nationale des gendarmes morts pour la France. Il y en a eu 8 au cours de l'année 2020. Et c'est vrai qu'on voit bien que c'est la complémentarité, ce qu'on appelle le continuum de sécurité entre la police municipale, la police nationale, la gendarmerie nationale et aussi la sécurité privée, sur lequel il y a un grand travail de professionnalisation à faire, qu'il faut travailler pour qu'on puisse apporter une solution globale et durable à l'insécurité dans notre pays. Anthony Boré, on a souvent l'impression quand on écoute la police nationale qu'elle manque de moyens, et ce n'est pas qu'une impression, et qu'au contraire les polices municipales sont mieux dotées. Est-ce que vous ne craignez pas, en mettant trop en avant la police municipale, que l'État, du coup, qui est un peu en manque de budget, se défausse un peu sur les polices municipales en disant vous recrutez, continuez à recruter, à donner des moyens à votre police municipale et en se désengageant de la police nationale? D'abord, moi je soutiens les forces de l'ordre dans leur ensemble. Et vous avez raison, la police nationale souffre depuis un certain nombre d'années d'un manque de moyens. Reconnaissons d'ailleurs que la gauche comme la droite n'ont pas suffisamment pris conscience de la situation dans laquelle se trouvaient nos forces de l'ordre et leur ont imposé parfois des réductions d'effectifs qui ont été extrêmement tragiques avec des conséquences néfastes pour notre pays. Et il faut donc y remédier. Et à Nice, nous avons eu la chance de bénéficier de 60 arrivées de policiers nationaux depuis quelques mois, qui apportent évidemment à la ville un sentiment de sécurité de plus, même s'il en manque encore quelques-uns, mais le ministre y est attentif, et le maire de Nice aussi, et je sais que nous y arriverons. Pour autant, il faut aussi que les actions que nous menons avec la police municipale, elles s'inscrivent dans un cadre de complémentarité avec la police nationale. Il ne s'agit pas d'opposer les uns aux autres, il s'agit d'apporter à chacun un rôle supplémentaire, des moyens supplémentaires pour être plus efficace. Non, je ne les opposais pas, Anthony Boré. Je disais simplement, la tentation, on peut la comprendre parce que les budgets ne sont pas là, c'est de dire aux grandes municipalités en France comme à celle de Nice, d'ailleurs vous avez donné les chiffres qui sont éloquents, vous recrutez beaucoup de policiers municipaux et les effectifs de police nationale supplémentaires, ils sont à 2 chiffres seulement. Donc est-ce que votre crainte, c'est pas de voir ce glissement s'opérer, ce désengagement s'opérer de la police nationale vers la police municipale? Non, parce que nous ne le laisserions pas faire. Nous souhaitons à la fois un renforcement des effectifs de la police nationale et nous souhaitons en même temps que nos polices municipales aient plus de moyens pour faire face à la délinquance. On est face à une délinquance qui est de plus en plus violente, qu'il faut adapter. Il faut adapter en permanence les pouvoirs de police et les actions que nous menons à cette délinquance. Et je crois que c'est que par un travail partenarial que nous y arriverons. Donc je dis à l'État, soutenez la police nationale, renforcez les effectifs, et dans le même temps, les maires de France prendront leurs responsabilités.
Une dernière chose, Anthony Boré, je voudrais qu'on revienne sur cette campagne et ce site internet que vous avez mis en place aussi pour soutenir les forces de l'ordre et notamment la police municipale. Ça marche pas mal, hein. Je crois qu'il y a beaucoup de Niçois qui se manifestent et qui témoignent de leur soutien aux forces de l'ordre. Absolument, c'est vrai que dans une période où on entend parler parfois de manière assez injuste d'ailleurs et caricaturale de violence policière, de racisme systémique dans la police, alors même que bien sûr que cela existe, mais il s'agit d'une minorité qui bien sûr parfois entache l'image de forces de l'ordre qui font dans une grande majorité excellemment leur travail. Eh bien nous avons lui affirmé avec Christian Estrosi qu'à Nice, on aime la police, on aime les gendarmes, on aime la police municipale, on aime les forces de l'ordre et on a appelé les Niçoises et les Niçois à témoigner, à apporter aussi des contributions que nous remettrons au ministre dans le cadre du Beauvau de la sécurité en faisant un livre blanc. Et en quelques jours, nous avons déjà 500 contributions qui sont extrêmement intéressantes, enrichissantes, qui sont parfois des témoignages personnels portant sur un témoignage de soutien, parfois des propositions nous préconisant d'aller plus loin sur telle ou telle compétence. Et ce sont évidemment des contributions importantes qu'on peut toujours faire sur le site je soutiens ma police.nice.fr qui sont extrêmement enrichissantes, lues et qui seront adressées au ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup Anthony Boré, premier adjoint au maire de Nice en charge de la sécurité dans la capitale azuréenne. Vous étiez accompagné de Marie Justo pour ce duplex. On va ouvrir maintenant une page sportive, mon cher Eric. Alors, on va s'intéresser au foot dans 3 minutes, mais je voudrais vous montrer ce reportage qu'on attendait évidemment à Isola 2000 après l'exploit réalisé par Mathieu Fèvre hier, champion du monde de ski dans une toute nouvelle discipline aux mondiaux, le parallèle. Donc c'est un affrontement direct entre les skieurs. Et bien son papa et sa grand-mère notamment sont très fiers de lui, bien évidemment, mais pas seulement, tout le village et toute l'école de ski aussi d'Isola 2000. Claudia Olivier. Ils sont tous très fiers. En découvrant le journal ce matin, Josette, la grand-mère de Mathieu, est un peu émue. Hier, son petit-fils a été sacré champion du monde de ski en parallèle, mais ce n'est pas son premier exploit. Cette photo, c'est quand on est allé le voir courir à Zolden et qu'il avait fait 4e, je crois, oui, cette année-là. Il avait fait 4e. De père en fils, le ski se transmet par les gènes dans la famille Fèvre. C'est mon mari qui les a mis sur les skis un peu quand ils étaient petits. Hein. Et surtout Mathieu, on l'a emmené partout. Dès qu'il y avait une course, on l'emmenait. N'importe où, c'était. On a fait toutes les stations. On a connu toutes les stations. Jean-Marc, le papa, est très fier de son fils. Dans son hôtel, il garde de nombreux souvenirs, une manière de lui apporter son soutien au quotidien. Ça, c'est quand il fait 2e de la Coupe du Monde, au classement général de la Coupe du Monde de géants, en 2017. Ça, Saint-Moritz, c'est quand il est champion du monde par équipe, à Saint-Moritz. Et ça, c'est le dossard de l'année dernière, il fait 2e à Zolden. Chez les Fèvre, tout tourne autour du ski, comme le nom du restaurant de Jean-Marc, un hommage à son fils. Le restaurant de l'hôtel s'appelle le 2,25, c'est le temps qu'a mis Mathieu quand il a gagné Val d'Isère. Sa première Coupe du Monde à Val d'Isère, il a mis un temps de 2,25,01. Sur les pistes d'Isola 2000, la trajectoire de Mathieu, sacré champion du monde sur le tard à 29 ans, va sûrement en inspirer plus d'un. Ces deux anciens entraîneurs décrivent un skieur simple, au grand cœur. Le trait de caractère de Mathieu, c'est que c'est un garçon très très motivé et un très très fort technicien. Sa qualité principale, c'est le toucher de neige et la glisse, parce qu'il a beaucoup travaillé sur le plat. Pendant des journées et des journées, il faisait du plat sur une piste adaptée pour les petits. Et là-dessus, il est très 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 fort. Et on a vu encore hier que sa qualité principale, c'était le relâchement et la glisse. Comme tous les grands champions, Mathieu doit son succès à son talent, mais aussi et surtout à sa rigueur. Ses descentes avalées avec acharnement. Moi, j'ai arrêté l'entraînement là. Il devait rentrer chez lui. Il est rentré. Le télésiège était fermé. Le perchement était en train de ranger tout le matériel. Lui, il est passé sur la corde. Il s'est embarqué sur le télésiège. Et puis après, il est resté coincé, donc il a dû sauter et tout, donc c'était quand même assez épique, quoi. Voilà. Mathieu Fèvre est le premier champion du monde de ski azuréen, le premier champion du monde de parallèle de l'histoire. Une sacrée fierté pour le président des clubs des sports d'Isola. On voulait dire tout d'abord bravo, bien évidemment, bravo, un énorme bravo. Et puis merci aussi, parce que c'est un moteur qui, derrière lui,
fait naître et suscite des envies chez les jeunes, et ça, il n'y a rien de plus beau. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Allez, pour les jeunes skieurs d'Isola, la référence s'appelle donc désormais Mathieu Fèvre, un champion du monde issu de la même école qu'eux. Gabin, par exemple, espère bien suivre ses traces. De la fierté qu'il était dans le même club que nous quand il était petit et on a les mêmes entraîneurs. Et c'est bien parce qu'il a toujours été fort en parallèle et hier il l'a prouvé. Futurs champions, famille, amis ou isoliens, tous sont très fiers de Mathieu et de ce titre mondial et lui adressent un dernier message. On est encore derrière toi pour dimanche. Et oui, parce qu'il n'en a pas fini avec ces mondiaux. Il y avait les parallèles par équipe, il y a le slalom, il y a le géant. Voilà, sur son nuage, peut-être que Mathieu Fèvre va nous ramener d'autres médailles. En tout cas, on est très fiers de lui et sa famille, forcément. Et on revoit les images de oui, on ne se lasse pas de revoir ces belles victoires. Non, mais en plus, bon, très honnêtement, c'est exceptionnel d'être le premier champion du monde de l'histoire. Voilà, à la fois sur la Côte d'Azur, mais d'une toute nouvelle discipline aux mondiaux. Alors eux sont pas encore champions du monde et sont loin de l'être. Hein. Les équipes de foot de notre région sont un peu à la peine. L'Olympique de Marseille et l'OGC Nice qui s'affrontent ce soir. C'est un match qui avait été reporté en raison de Covid, pour raison de Covid en 2020. Nous sommes avec nos deux spécialistes pour un petit débat dans la bonne ambiance. Hein. Sébastien Serrano. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Animateur et présentateur bonsoir Sébastien. C'est l'émotion, on est déjà dans le match. Oui, c'est ça, de l'émission Prolongation sur l'antenne d'Azur TV qui est consacrée à l'OGC Nice. Et puis on rejoint à Marseille également Valentin Rodriguez, notre suiveur de l'Olympique de Marseille. C'est lui qui suit toutes les conférences de presse, les matchs et les dernières péripéties du club. Donc bonsoir Valentin et merci d'être avec nous. Une première question à tous les deux. On va commencer avec Sébastien. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un duel entre deux clubs malades. Ah, complètement, et sur différents points. C'est-à-dire que Marseille, Valentin nous l'expliquera certainement, mais c'est l'extra sportif qui a pris le dessus ces derniers jours. Du côté de l'OGC Nice, on est plutôt tranquille à ce niveau-là. C'est le terrain qui va être plus compliqué à gérer, puisque l'OGC Nice connaît une période difficile, même s'il y a eu du mieux. Il y a eu une victoire à domicile, il y a eu un très beau match au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain, avant le match de Barcelone, certes, avec un PSG un petit peu diminué et peut-être préoccupé par d'autres choses, mais l'OGC Nice s'est rassuré déjà dans le contenu et aurait pu ramener un point du Parc des Princes. Seulement, ce déplacement à Marseille, ce match en retard, il va surtout falloir prendre des points pour l'OGC Nice parce qu'au classement, le gym est 14e à 7 points du 18e et ça commence à se compliquer, surtout en cas de défaite ce soir. Mais c'est vrai que face à l'Olympique de Marseille, l'OGC Nice va devoir changer ses mauvaises habitudes, à savoir éviter de relancer une équipe qui n'est pas au mieux. Marseille, 9e avec 34 points. Valentin, alors avant de parler du sportif, un mot de l'extra sportif. Évidemment, on ne peut pas occulter le contexte, c'est-à-dire que quand vous sondez les supporters, beaucoup n'ont pas grand-chose à faire du résultat de ce soir. Ce sont les faits extra sportifs qui préoccupent surtout sur la Canebière. Oui, on en a parlé longuement hier. C'est donc une guerre qui est déclarée entre la direction et ses supporters. Donc c'est vrai que c'est difficile de se concentrer sur le rectangle vert. Il va falloir faire abstraction. Ce sont les termes employés par Nasser Larguette en conférence de presse. Mais le contexte est difficile. Pour avoir parlé avec de nombreux supporters, clairement, si l'OM gagne 8-0 ce soir, on n'en aura rien à faire du côté de la Canebière. L'essentiel, c'est que la direction s'en aille. Vous avez pu voir le communiqué des clubs de supporters hier dans la soirée. Voilà, il est clair, le dialogue il est rompu. Donc voilà, on veut au plus vite que la direction du club s'en aille. Alors, on va quand même s'intéresser, nous, au terrain, messieurs. Valentin, ce qu'on peut dire, c'est que, comme à Nice, il y aura des absents pour blessure et pour non-qualification. C'est le cas de Milik, par exemple, qui, comme il n'était pas au club au moment où le match devait se jouer en 2020, eh bien, il n'est pas autorisé à jouer ce soir.
Oui, c'est ça. Ils sont trois dans ce cas-là. On a Milik, Encham et Lirola, tous les trois arrivés au mercato d'hiver au mois de janvier. Et puis, on a les 2 suspendus également du match de Bordeaux qui ont reçu un carton rouge. Les 2 Argentins, Leonardo Balerdi et Dario Benedetto, qui ont pénalisé leur équipe dimanche soir sans conséquence, puisque l'OM, on le rappelle, quand même à 9 contre 11 a ramené le match nul. Mais voilà, ça fait quand même des potentiels titulaires qui sont absents. Ça fait 5 potentiels titulaires absents. Il va falloir un petit peu innover. Nasser Larguet va quand même bénéficier du retour d'Alvaro González et de Douye Tchaletatsar en défense centrale. Amavi pourrait débuter 2 mois après sa blessure également. Et puis le retour de Dimitri Payet, même si c'est vrai qu'il est en difficulté cette saison. On ne sait jamais, ça reste Dimitri Payet et je pense qu'il sera titulaire ce soir à l'attaque de l'Olympique de Marseille. À Nice, même schéma, et le problème c'est que c'est la défense centrale qui est titulaire, qui n'est pas qualifiée ce soir. C'est un peu le gros souci d'Adrien Urcea ce soir à Marseille. D'ailleurs, on ne sait pas encore dans quel système il va évoluer. Il avait installé un 4-4-2 avec Todibo et Saliba en patron derrière, en patron de la défense, et ça avait plutôt bien marché sur les 2-3 dernières rencontres. Seulement, ils ne seront pas là pour les mêmes raisons que vous avez évoquées tout à l'heure pour l'Olympique de Marseille, pas qualifiés au moment où le match devait avoir lieu. Donc c'est compliqué, on devrait revoir le retour de Bambou, d'Ensoki peut-être, ou Daniluc, mais on peut passer à 5 défenseurs aussi derrière pour l'OGC Nice. Mais au-delà de ces 2 défenseurs centraux qui vont manquer à l'appel ce soir, il y a beaucoup d'absents. Dante de longue date bien sûr, Jeffrey Adélaïde également qui s'est fait les ligaments croisés. Je pense aussi à Lotomba, Attal, Danilo, Dolberg. Ouais, ça en fait du monde. Ça fait beaucoup pour un OGC Nice encore malade, comme on disait tout à l'heure, pour aller chercher un résultat à Marseille. Ça va être compliqué. Pas de suspendu à Nice ? Je crois pas qu'il est suspendu. C'est un peu étrange d'ailleurs cette règle, hein, Valentin. C'est-à-dire que les joueurs qui ne sont pas qualifiés. Mais ils n'appartenaient pas au club au moment où le match devait avoir lieu. Voilà. Donc mais là, par contre, la faute et les cartons rouges qui sont donnés après donc le match initial comptent. Et bon, bref, ça c'est ça fait partie des petits points de règlement de la Ligue qui sont encore. C'est un autre débat. Alors, c'est parce que Nicolas Gallup voulait jouer ce soir. Ouais. Moi, je l'ai déjà vu jouer au foot. Et je peux vous dire qu'il servirait bien à au moins une des 2 équipes. C'est pourquoi pas. Après, faut voir. Non, franchement, vu mon niveau, rassurez-vous, aucune chance. Juste un mot sur le contexte aussi sanitaire. Ça va faire bizarre aussi de voir cet affrontement qui est un affrontement historique entre 2 clubs rivaux. Valentin, sans public, pas de supporters de Nice pour accompagner les joueurs jusqu'à Marseille, le bus toujours au centre d'entraînement qui part avec les fumigènes, ça perd un peu de sa saveur quand même, Valentin. Ça perd de sa saveur en effet, mais vu les conditions actuelles, vu les résultats actuels, c'est peut-être mieux qu'il n'y ait pas de supporters pour les joueurs de l'OM entre vous et moi. Mais pour rassurer un petit peu, pour donner un peu du baume au cœur, on va dire que l'OM, c'est une stat importante, c'est l'équipe qui a le plus battu l'OGC Nice en Ligue 1, 55 fois, et il reste les Marseillais sur 6 victoires consécutives. Ça va bien, ils sont sur une bonne période face aux Niçois, Sébastien pourra me le confirmer. Ils ont un peu de mal les Niçois face aux Marseillais, donc bon, on se dit c'est peut-être la bonne équipe, le bon moment pour relancer l'Olympique de Marseille. Sans ses supporters, on commence à en avoir malheureusement l'habitude. L'OM qui, on le rappelle, reste sur 8 matchs sans victoire, 8 matchs consécutifs sans victoire en Ligue 1. Voilà, ils ont gagné en Coupe de France, mais bon, c'est la Coupe de France, c'était la JOCR. Donc voilà, ça n'a pas forcément beaucoup de saveur. Là, vraiment, il faut essayer au moins de retrouver un peu de suspense dans cette fin de championnat qui risque d'être très très longue. Il reste encore une dizaine de matchs. Et il y a encore un match en retard à jouer pour les hommes de Nasser Larguet. Ça sera face à Rennes dans courant mars. Et vous l'avez vu, Sébastien, Sébastien Lyotard, il n'a pas eu de mal à retrouver la stat de l'Olympique de Marseille. Face à le karma s'occupera de lui, pas de problème. Pas de souci. Dernière victoire de l'OGC Nice au Stade Vélodrome, c'était en 2015 sur un but de Valère Germain, à l'époque où il marquait des buts. Et à l'époque où il était à Nice aussi, forcément. Justement, tiens, on va faire un petit tour de table sur les pronos. Alors, ça va être dur, on ne va pas se cacher, et pour l'OM et pour Nice de jouer des places européennes, même si mathématiquement c'est encore jouable, surtout pour l'Olympique de Marseille. Mais quels sont les pronos, messieurs? Valentin, vous avez l'honneur. Alors, j'ai l'honneur et je vais être optimiste ce soir. Je vais dire un 2-1 pour l'OM avec un doublé de Valère Germain, voilà, pour faire taire Sébastien. Mais c'est toujours comme ça que ça se passe. Beaucoup de supporters. Donc un doublé de Valère Germain. Et l'OM, il y a quand même un enjeu, je le rappelle. En cas de succès, l'OM pourrait revenir à 1 point de la 5e place, synonyme d'Europa League, que détient Rennes en ce moment.
Sébastien d'Europe, il pourrait garder les dirigeants finalement. Non, je suis un peu plus sceptique pour l'OGC Nice parce qu'on en a parlé, beaucoup d'absents, notamment les Todibo et Saliba. Allez, si je me mouille pas trop, un magnifique match nul, un but partout. Avec les buteurs à Nice, hein. À Nice, Lesmelou. Et puis à Marseille, ouais, juste pour la blague, Valère Germain. Voilà, Lesmelou qui est quand même, vous ne trouvez pas le joueur le plus sous-coté du championnat, Comme dirait Ilan Dehé, notre spécialiste football en régie. Eric. Moi, je ne vous donnerai pas qui va marquer parce que je ne connais pas assez bien les joueurs. Je voulais dire 1-1, moi. Je voulais dire 1-1. Alors, c'est pas pour mettre ni les uns ni les autres à dos, mais voilà, un match nul, ouais, 1-1. Ouais, entre deux équipes. 2-2, parce que Sébastien dit 1. Là, je dis 2-2. Du spectacle. Moi, je vais aussi, moi je suis pour la paix des peuples, donc je vais dire 0-0. Et non, mais très sérieux, je le pense vraiment. Je pense que ça sera 0-0 avec un match pas très excitant. Et voilà, j'ai pas fait une super. De toute façon, c'est pas diffusé sur Azur TV, donc si les gens ne regardent pas, c'est pas bien grave. Merci beaucoup, Valentin. En tout cas, le coup d'envoi est donné ce soir à 21h. Évidemment, vous allez suivre ce match en retard entre Marseille et l'OGC Nice. Malgré tout ce qui se passe autour, les enjeux sportifs sont importants. Et puis, on ne manquera pas d'en reparler demain, surtout si le match a été spectaculaire, ce que je ne prédis pas. Et nous, lundi, dans prolongation, évidemment. Et évidemment, lundi, prolongation pour les téléspectateurs d'Azur TV qui auront la chance de voir le débriefing de ce match et du match du week-end qui attend aussi les Aiglons face à Metz. Vous restez avec nous, Sébastien. On remercie Valentin et Anthony Forgnon à Marseille. On va vous libérer. Sébastien, vous restez avec nous pour les 3 minutes qui restent de cette émission, que l'on va consacrer à un ouvrage, Eric. d'Étienne Moujotte. Le grand public ne connaît pas forcément Étienne Moujotte, mais Étienne Moujotte, c'est lui qui a formé ce couple professionnel mythique à TF1 à la grande époque avec le regretté Patrick Lelay. Étienne Moujotte, c'est 50 ans dans les médias. Il a été au Journal du Dimanche, il a été à TF1, je le disais, à Europe 1, à Radio Classique, à Télé 7 jours, au Figaro, à France Inter aussi, on l'oublie. Voilà, c'est un livre de mémoire avec beaucoup d'anecdotes. Vous croisez tous les gens qui ont fait les médias français pendant 50 ans dans ce livre. Et moi, je fais le pari que ce livre va devenir un peu la Bible historique des médias en France. C'est aux éditions Kallman-Lévy. Et je voulais, de loin, parce qu'il est plutôt parisien, Étienne Moujotte, tirer un coup de chapeau à cette carrière et à ce personnage qui a fait les médias en France pendant 50 ans. Voilà, et qui connaît quand même bien la région. Ah bah bien sûr, qui connaît bien la région. Il joue au golf dans la région même. Tout à fait. Effectivement, mon cher Eric. Sébastien, merci. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Ce grand direct, bien sûr, qui était exceptionnellement enregistré, mais on revient demain en direct, on le rappelle. Donc ce soir, l'OGC Nice sur le terrain de l'Olympique de Marseille à 21h. On vous retrouve également aux commandes de la grande émission sur Azur TV tous les soirs. À 18h. À 18h, voilà, parce que nous on est à 18h30. On se suit de près. On se suit de près, exactement. Merci à tous les deux. Merci à Sébastien Lyotard, Théo Sarfati, Ilan Dehé, Fabrice Giusto, Philippe Caudet et bien sûr Stéphanie Mossman. Bonne soirée sur les antennes d'Azur TV.